Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les bonnes pratiques à connaître dans le cadre d'un projet cloud organisé par la Factory du Cercle Montesquieu et la société d'avocats TAGE, entité du groupe Deloitte. Je suis Audrey Dauvet, directrice juridique du groupe Tarkett et membre de la Factory du Cercle, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Hervé Gabadou, avocat associé chez TAGE, expert en droit des technologies du numérique. Nous avons également convié un intervenant aujourd'hui, donc Frédéric Novello, qui n'est ni juriste ni avocat, mais directeur des systèmes d'information de Transilien, branche du groupe SNCF qui assure le transport de 3,5 millions de voyageurs chaque jour. Il conduit actuellement un projet de déploiement du cloud dans son entreprise. Donc, je vais lui passer la parole. Frédéric, pouvez-vous nous décrire les principales étapes du processus tel que vous les gérez, les points d'achoppement et quelles sont les principales parties prenantes en interne en donnant quelques clés terminologiques telles que les différents types de cloud et les modèles de déploiement. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors pour commencer, effectivement, quelques définitions. Le cloud, pour faire simple, il y a 3 niveaux de cloud. Ce sont des termes que peut-être que l'auditoire a déjà entendus. On parle du IaaS, du PaaS et du SaaS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? IaaS, c'est Infrastructure as a Service. C'est le niveau le plus simple du cloud. Ça consiste tout simplement à acheter de la capacité de calcul à un fournisseur cloud, c'est-à-dire des serveurs virtuels. Mais sur serveurs virtuels, on déploie les applications un peu comme on le faisait auparavant sur nos propres infrastructures. Ensuite, on a le niveau PaaS. PaaS, ça veut dire Platform as a Service. Donc là, au-delà de déployer sur des infrastructures qui ne nous appartiennent pas, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on va utiliser des services middleware qui sont offerts par le fournisseur de cloud. Bon, pour prendre un exemple, prenons l'exemple d'une base de données. On sait que les données sont importantes quand on parle du cloud, donc prenons l'exemple d'une base de données. Déployer une base de données en IaaS, ça veut dire qu'on vient, on vient sur les serveurs du fournisseur de IaaS avec nos propres licences de base de données ou avec nos bases de données open source. Prenons l'exemple des bases de données PostgreSQL qui sont open source. Donc, on va déployer une base de données sur le serveur. En mode PaaS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le service de base de données du fournisseur cloud. Voilà, donc il va nous fournir une base de données SGBD as a service, PostgreSQL as a service. Et donc, on n'aura pas besoin de déployer nous-mêmes la base de données. On fera simplement du paramétrage de l'accès à la base de données qui sera fournie par le fournisseur cloud. Voilà. Et le dernier niveau, c'est le SaaS. Donc, le SaaS, c'est un mode éditeur. C'est une des catégories des modes éditeurs. Donc, les fournisseurs SaaS sont des éditeurs de logiciels, de progiciels, très souvent des ERP, des CRM. On va trouver des Oracle, des Salesforce, etc., des SAP, pour prendre un fournisseur européen. Et simplement, ils ont développé au fil des années des modalités d'accès à leur progiciel, à leur logiciel, as a service, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer une instance de ce progiciel, de ce logiciel, dans des data centers clients de l'entreprise, ces logiciels sont déployés dans les data centers de l'éditeur et les clients ont un accès distant à ces logiciels. Voilà, donc on a l'habitude de présenter ça en couche, puisqu'en fait, pour faire du SaaS, on peut s'appuyer sur du PaaS, et pour faire du PaaS, on s'appuie sur du IaaS. Les fournisseurs derrière tous ces produits, ce sont très très largement les grands fournisseurs de cloud américains. On a les Amazon, Microsoft, IBM et Google. Bon, pour les plus aventureux, on a les fournisseurs chinois aussi, mais bon, ils sont assez peu prisés par les Européens. Donc Alibaba, par exemple, sauf pour ceux qui ont des affaires à faire avec l'Extrême-Orient. Sur le IaaS, on a un peu plus de variété. Je dirais que en revanche, si on veut faire du PaaS, et en fait, le PaaS est en général très intéressant parce que c'est là qu'on va trouver des économies d'échelle très significatives. On peut diviser par 2 assez facilement les coûts de revient de nos systèmes d'information, enfin de la partie infrastructure
nos systèmes de formation si on sait bien utiliser les fonctions PaaS qui sont offertes par les clouders. Donc sur le IaaS, on a une assez grande variété, on va trouver des fournisseurs européens. Sur le PaaS, on est quasiment obligé de s'adresser aux Américains. Voilà, donc derrière, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, entreprises, à nous DSI, de lancer des démarches vers le cloud? Ça va nous apporter globalement une meilleure résilience de nos SI. Hein. On parle de fournisseurs, on parle d'hyperscalers, donc de fournisseurs qui ont des data centers énormes, qui ont des niveaux de redondance qui sont phénoménaux. Microsoft, ils parlent tous de niveau de redondance à plusieurs 9 après la virgule. Vous savez, quand on a 99,99999% de disponibilité, vous êtes à peu près certain de ne jamais perdre vos infrastructures. Donc, c'est la disponibilité. On a également un gros avantage qui est la garantie, mais c'est une garantie un peu forcée d'avoir des systèmes modernes dans lesquels il n'y a plus d'obsolescence. Pourquoi je dis que c'est une garantie forcée? C'est que vous êtes obligé de suivre les évolutions des middleware qui sont imposés par le fournisseur de cloud. Lorsque vous êtes chez un fournisseur de cloud, vous allez être forcément sur la dernière version des middleware. Alors que dans les approches classiques des data centers d'entreprise, on a tendance à se laisser un peu aller et avoir plusieurs versions de retard, voire à se retrouver avec des produits qui ne sont quasiment plus supportés. Ce qui présente d'énormes risques et en fait, l'essentiel des problèmes, des dysfonctionnements des SI viennent de là. Et puis, évidemment, vous avez comme un gros avantage la réduction des coûts en profitant des effets d'échelle. Donc, personnellement, pour donner mon témoignage, je suis en pleine transformation vers le cloud. J'ai démarré cette transformation il y a 2 ans. Là, on est plutôt en fin de transformation. Donc, j'ai choisi de conduire la transformation qui fait faire le palier le plus important, qui est ce qu'on appelle le refactoring. Qu'est-ce que c'est que le factoring? C'est vous transformer votre SI, c'est-à-dire que vous redéveloppez des morceaux de code, des morceaux de logiciel de votre SI pour pouvoir tenir compte, pour pouvoir tirer parti le plus possible des services avancés du cloud qui sont ceux qui génèrent le plus de valeur. Donc, je vise bien le niveau PaaS en faisant ça. Et donc, ça veut dire que ça, c'est une transformation très importante qu'il faut anticiper puisqu'il faut inscrire dans les roadmaps de développement logiciel l'adaptation des logiciels au cloud. Et ça, c'est un travail qu'il faut négocier avec les directions métiers de l'entreprise qui, forcément, d'inscrire le cloud dans les roadmaps, ça peut se faire au détriment du développement fonctionnel des systèmes d'information, ce qui... donc, ça se voit pas, l'utilisateur du SI ne le voit pas, donc il ne comprend pas forcément très bien l'intérêt. Par contre, il comprend bien l'intérêt après, lorsqu'il se rend compte que le niveau de résilience et le taux de panne sur le SI a fortement diminué. Voilà. Donc, le refactoring, c'est la démarche dans laquelle je me suis engagé. Donc, certaines DSI ont une démarche plus prudente qui consiste à passer par une étape de replatforming, c'est-à-dire on se limite à déployer, à migrer le SI sur du IaaS, sur du cloud en mode IaaS. Donc, dans ces cas-là, on n'achète que la capacité de calcul. Il faut un peu adapter le SI, mais on voit que la transformation est plus simple. Voilà, donc il y a un peu les deux options. Ce que je peux dire, à ce stade où j'ai fait à peu près la moitié du chemin, on a encore un gros coup de booster qui doit être réalisé en octobre. Donc, à ce stade, c'est que j'ai effectivement constaté une diminution drastique de mes incidents de plateforme depuis qu'on a commencé cette migration. Donc, c'est une transformation très importante. C'est une transformation donc, qui nécessite une prise de conscience de la nécessité d'être en permanence à jour sur notre plateforme. Et de toute manière, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'acheter du cloud nous force à être à jour sur notre plateforme. Et également, c'est également alors, important, à mon avis, pour le débat que nous allons avoir, ça introduit une relation avec le fournisseur qui conduit à exploiter différemment nos systèmes d'information, puisque une partie très significative de cette exploitation va être déléguée aux fournisseurs de cloud. Et donc, par contre, l'exploitation de haut niveau reste assurée par la DSI. Et donc, on a ce travail d'interface sur lequel il faut qu'on travaille.
Voilà en quelques mots ce que je peux dire de mon expérience du cloud, qui est une expérience pour le moment toute jeune. Merci beaucoup Frédéric pour ce retour d'expérience. Alors c'est vrai que les offres du cloud computing se sont considérablement développées ces dernières années. Vous avez décrit les IaaS, PaaS et SaaS, et l'offre est pléthorique, également avec de nouvelles variantes telles que le DaaS, Desktop as a Service, qui est en pleine croissance, ou le XaaS, Anything as a Service, qui répondent chacune à un cadre normatif spécifique. D'autres technologies émergentes, vous entendrez de plus en plus parler de containerisation, d'edge computing, se démocratisent. Et l'on envisage déjà le cloud de demain, combiné avec d'autres technologies telles que l'Internet of Things, la 5G, l'intelligence artificielle, avec des enjeux juridiques complexes tournés vers des problématiques relatives aux données. Alors, quelques chiffres en complément de ce que vous disiez à l'instant, Frédéric, sur le marché du cloud et du cloud public à l'échelle mondiale, qui représentait 4 milliards de dollars en 2014, 270 milliards de dollars l'année dernière, d'après une étude de Gartner, avec le segment SaaS qui occupait près d'un tiers du marché. Et on anticipe 400 milliards de dollars l'année prochaine. Donc ce marché, comme vous le disiez, est dominé par quelques acteurs essentiellement américains et également chinois. On parlait de Microsoft, de Google, d'Alibaba et évidemment de AWS. Alors la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis 19 mois a accéléré la migration des entreprises vers le cloud, privilégié au centre de données on-premise. Le cloud permet en fait d'avoir des infrastructures adaptées au télétravail grâce à une grande capacité de stockage réseau et de sauvegarde des données. Il assure aussi la flexibilité des services avec un accès à la demande, à un pool de ressources informatiques, des applications, des services, des serveurs. Et enfin, Frédéric, vous le confirmiez à l'instant, il permet une allocation optimale des ressources. Vous n'achetez que le service dont vous avez besoin, sans investissement coûteux et sans avoir à gérer les problèmes d'obsolescence de votre infrastructure. Dès lors, vous gagnez en efficacité tout en réduisant les coûts. Alors, cependant, les risques sont réels sur la sécurité et la confidentialité des données, sur la stabilité et la continuité du service offert qui varient selon le type d'infrastructure, qu'elle soit standard, prête à l'emploi ou qu'elle offre davantage de latitude. On pourrait même envisager un mix de solutions, et c'est ce que font beaucoup d'entreprises. Alors, ce choix est très impactant pour l'entreprise et aura des conséquences sur ses performances, sur sa stratégie, mais potentiellement aussi sur son image, si elle devait être confrontée un jour à des failles. Donc, nous passerons en revue de façon pratique les grandes thématiques d'un projet cloud, les bonnes pratiques essentielles à la gestion réussie d'un tel projet avec Hervé, avec un focus sur la protection et le traitement des données. Et nous ouvrirons ensuite une session de questions-réponses où vous pourrez partager vos questions. Donc Hervé, j'ai une première question. Quels sont les prérequis d'un projet cloud ? Alors bonjour. Les prérequis, j'ai envie de m'arrêter un peu sur ce que vient de nous dire Frédéric. D'un point de vue pratique, lorsqu'on a un sujet cloud, on a beaucoup de dialogue avec la direction système d'information. Et donc, ce que vient de dire Frédéric me fait réagir. Il y a plusieurs types de cloud. On en a parlé. Il y a du IaaS, du PaaS, du SaaS. Et dans certains cas, d'ailleurs, il y a certains fournisseurs de services cloud qui vont jusqu'au ce qu'on appelle le service managé, qui est une sorte d'infogérance applicative. Lorsque vous allez vous analyser chacune de ces prestations de services, vous allez vous rendre compte que le niveau d'engagement contractuel n'est pas le même. Il faut en tenir compte. Donc ça veut dire que dans la discussion que je vais avoir avec le DSI, je vais d'abord essayer de comprendre quels sont ces enjeux, quels sont les objectifs poursuivis. On en a parlé un petit peu, qui est la réduction des coûts et peut-être l'amélioration de la sécurité, parce que certaines entreprises ont un niveau de sécurité qui est assez bas. Je pense à certains établissements de soins, par exemple dans le secteur de la santé, où il peut y avoir quelques sujets, mais pas que. Donc parfois, le fait de bouger d'aller dans le cloud, c'est aussi sécuriser un peu plus les données. Alors, il y a des enjeux, il y a des contraintes, il y a des objectifs au moment où on démarre un projet.
Et donc, il faut décloisonner les compétences au moment où on va basculer dans le cloud. Nous, direction juridique, nous, juristes, on doit discuter avec la direction système d'information pour entendre ce que vient nous dire Frédéric, discuter avec la partie financière, parce qu'il y a un triptyque dans les contrats qui sont techniques, économiques et juridiques, et notamment le fait de dire qu'on a la possibilité de choisir dans les contrats les services un peu à la demande, oui, mais il y a des services qui sont associés à d'autres services, et donc si on veut gérer son budget, il faut s'assurer qu'on a vu tout le prisme des services, toute la palette des services que nous offrent ces fournisseurs de services de cloud en ligne. Donc, premier prérequis, décloisonner les compétences. C'est un sujet pluridisciplinaire. Deuxième prérequis, on n'y va pas avec la fleur au fusil. On réfléchit d'abord, on est dans une phase, c'est un projet en soi, d'aller dans le cloud. D'un point de vue juridique, c'est un projet, avec une phase de conception, une phase de réalisation, une phase d'acceptation qui est l'acceptation du contrat, la négociation du contrat. On a fini, on a signé le contrat. Et la phase de conception, c'est tellement important pour nos juristes qu'on va se poser la question du privacy by design, par exemple, en matière de protection des données personnelles. Qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Bon, j'aborderai le sujet tout à l'heure de Schrems 2, mais lorsqu'on va signer des clauses contractuelles type, on nous demande de prendre des garanties. Bon, les garanties, c'est une discussion qui est d'ordre technico-juridique et qu'il faudra avoir dès le départ, mais qu'il faut évidemment envisager dès le départ. Donc il y a une première analyse qui peut être faite. Il y a parfois une étude d'impact qui doit être faite. Si je mets des données de santé dans le cloud, et il faut que je réfléchisse à toutes les composantes du projet. Les données, le système d'information, etc. Je vous donne un exemple très concret aussi. J'ai des clients qui, eux, au lieu d'aller directement dans le cloud, l'ont fait en 2 étapes. Ils ont commencé par dire, les données, je les garde chez moi, mais j'utilise l'application en distant. Donc en fait, c'était un espèce de cloud hybride où j'avais les applications loin et puis j'avais mes données en local. Bon, après, ils ont basculé les données aussi auprès du fournisseur de services cloud. Mais avec ce que ça veut dire que quelque part, on peut passer d'un IaaS, par exemple, comme évoquait Frédéric, où on est chez soi, mais dans un environnement qui est hébergé chez un tiers, à un PaaS où on a déjà la mise à disposition d'un outil. Donc vous voyez, j'analyse la partie technique pour voir les aspects juridiques. Donc on me met à disposition un outil, donc ça veut dire que sa responsabilité est un peu supérieure. Le bon fonctionnement des outils qu'il me met à disposition. À du SaaS où là, il va traiter mes données avec son application. Et il y a l'aspect licence d'utilisation avec les droits qui me sont consentis. Voilà. Donc le prérequis, c'est décloisonner, approche pluridisciplinaire et arriver aussi en phase de négociation comme une armée avec chacun qui participe à la même stratégie qui a été dévoilée dans cette phase amont. D'accord. J'ai une question sur les clients qui opèrent dans les secteurs réglementés. Ils doivent s'assurer que leurs contrats sont conformes à leurs obligations réglementaires et cela passe par des négociations spécifiques. Pouvez-vous nous donner peut-être 1 ou 2 exemples en fonction du type de cloud, dans les secteurs de la banque, de l'énergie ou de la santé, enfin, ce qu'on appelle aussi des opérateurs d'importance vitale, les OIV, qui sont soumis à des règles de sécurité et qui sont particulièrement contrôlés ? Oui, alors il y a effectivement les règles et la réglementation sectorielle, et puis il y a les règles qui sont associées au type d'opérateur. Il y a effectivement les OIV, qui sont les opérateurs d'intérêt vital, et puis les opérateurs de services essentiels, où là, ils sont contraints parce que dans le premier, il y a un risque au niveau de la nation, de la sécurité de la nation, et puis pour les autres, il y a des enjeux très importants aussi de sécurité. La sécurité est l'enjeu principal. Donc ils vont s'orienter, et c'est là où je disais que l'analyse en amont est très importante, ils vont s'orienter évidemment vers des opérateurs, des fournisseurs de services cloud qui vont exciper le fait qu'ils sont SecNum Cloud. SecNum Cloud, c'est une norme de sécurité qui a été développée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et qui permet de rassurer sur les règles de sécurité. Bien évidemment, lorsqu'on est SecNum Cloud, on est ISO 27001 et suivant, c'est-à-dire ISO sécurité. Et donc, lors de l'analyse préalable que j'évoquais tout à l'heure dans cette phase amont, phase de conception, privacy by design, et design tout court,
cette partie-là, évidemment, il va falloir se concentrer là-dessus. Ensuite, il y a les secteurs réglementés. Je vais donner plusieurs exemples. Si on héberge de la donnée de santé, il faudra respecter l'article 1111.8 du Code de la santé publique et suivant. C'est-à-dire héberger ces données auprès d'un hébergeur certifié. On parlait d'IAS tout à l'heure, un hébergeur européen IAS OVH Cloud est un HDS certifié. Il y en a quelques autres. Je crois que AWS a obtenu, je suis sûr qu'a obtenu la certification HDS. Bon, donc ça aussi, rappelez-vous, en 2011, la CNIL avait dit, par exemple, pour les données sensibles que sont les données de santé, posez-vous d'abord les questions de la nature des données qui sont traitées, comment elles vont être traitées, etc. Donc, en l'occurrence, il faudrait faire une étude d'impact. Mais il est évident que je n'irai pas mettre des données dans le cloud public sans avoir un hébergeur certifié et m'assurer qu'à la fois les flux sont sécurisés, le data center est sécurisé, sécurité physique, logique et organisationnelle. Donc ça, c'est le sujet. Dans les secteurs banque et assurance, il y a une question de ratio risque-capital. Donc ça veut dire qu'il faut gérer les risques. Dans le secteur bancaire, le contrôle, les règles prudentielles étaient dans ce qu'on a appelé la réglementation CRBF 9702, qui a été amendée par un arrêté de novembre 2014, et qui incite à vérifier toute la chaîne de sous-traitance et à mettre dans les contrats, donc ça c'est à nouveau les juristes qui sont concernés, des clauses obligatoires que doit voir l'autorité de supervision, la CPR, lorsqu'on va lui notifier le contrat avant signature. Donc c'est un point très important et l'autorité bancaire européenne a fourni des orientations, il n'y a pas tellement longtemps, qui sont entrées en vigueur le 30 septembre 2019, si ma mémoire est bonne, et qui imposent un certain nombre de choses à toutes les entités concernées en termes de rédaction des contrats. Les fournisseurs de services cloud qui sont sur ces marchés et qui veulent entrer sur ces marchés, évidemment, doivent satisfaire ces contraintes, sinon ils n'ont pas ces clients. Donc, je dirais, le levier réglementaire est un bon levier. Et ce levier, il vaut tant au niveau de la conclusion du contrat qu'au niveau de la modification du contrat. Je disais tout à l'heure que les orientations ABE sont entrées en vigueur le 30 septembre 2019. Ça veut dire que les contrats qui ont été conclus en 2017, il faut qu'ils soient revus pour qu'ils ne soient pas exposés à un risque de sanction ou en tout cas un contrôle qui ne se passe pas trop mal, pas trop bien auprès de la CPR. Dans le secteur de l'assurance, c'est pareil. Le Code des assurances, il a repris à peu près les mêmes règles que celles qui figurent dans les règles que je viens d'évoquer pour le secteur bancaire. C'est Solvency 2 d'un côté, BAL 3 de l'autre, mais les règles sont à peu près similaires. Et peut-être pour revenir à un cadre plus général, pouvez-vous nous donner les grandes phases du processus de contractualisation d'un projet cloud? Quelle est la grille de lecture juridique et comment elle se cale sur les enjeux? Alors, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'une réalité technico-financière. On interroge beaucoup Frédéric, donc la DSI. On essaie d'avoir toutes les informations possibles. On se regarde ensuite en se disant, moi je suis ou pas secteur réglementé, quelles sont mes contraintes, quels sont les enjeux que j'ai par rapport à ces clouds, à ces services cloud, quels sont mes objectifs aussi. Frédéric l'a évoqué, réduction des coûts, amélioration de la qualité, de la sécurité parfois, et on les contractualise. Donc ça veut dire que si on veut les contractualiser, et c'est un enjeu très important. D'abord, ça va devenir la colonne vertébrale de la négociation autour de ces contraintes, enjeux et objectifs. Et on va se caler là-dessus pour négocier le contrat. Ça veut dire que dans l'expression de besoin initial, il faut rajouter notre brique juridique. Et dans cette brique juridique, on a ces paramètres-là qu'il faut intégrer dans le RFP. On va mettre en concurrence des AWS, des Google et des Microsoft Azure. Alors Google, c'est un petit peu différent parce que Google, mon expérience, après, et peut-être que ça peut intervenir un peu différemment, mais mon expérience, c'est qu'avec Google,
on négocie avec un distributeur des services qui n'est qu'un intermédiaire et en fait on vous fait signer les conditions générales Google et c'est un contrat d'adhésion et la seule négociation qu'on a c'est avec l'intermédiaire, donc c'est nécessairement une négociation financière uniquement. Mais pour le reste, AWS et Microsoft Azure, on négocie avec AWS Luxembourg et puis Microsoft Irlande. Dont les contrats sont soumis à ces droits respectifs. Ça, il faut l'avoir aussi en tête. Et donc, on va essayer, à l'issue de ces RFP, on va faire le choix de la meilleure réponse à ces enjeux, contraintes et objectifs. Et puis, peut-être qu'on va shortlister 2. Et sur les 2, on va choisir celui qui va faire des efforts aussi pour être le plus proche. De toutes mes contraintes. Et je dirais que quand on est effectivement dans un secteur réglementaire, je l'ai expérimenté il n'y a pas tellement longtemps dans le secteur bancaire, j'avais en face de moi un prestataire qui me disait « Bon, écoutez, on ne va pas renégocier le contrat, on l'a signé il y a 3 ans, ça ne sert à rien, etc. » Je lui dis « Ouais, mais désolé, il y a une contrainte, on est obligé de faire avec. » Et au final, c'est un très bon levier parce que les contraintes réglementaires, c'est des contraintes aussi technico-juridiques. C'est-à-dire que derrière les contraintes réglementaires, on vous dit d'assurer la chaîne de sous-traitance, d'assurer qu'il y a une clause d'audit, etc. Donc moi, je suis désolé, je dois respecter la réglementation, j'intègre une clause d'audit parce que je n'ai pas le choix, j'intègre une clause qui me permet de contrôler la chaîne de sous-traitance, etc. Et par ce biais-là, j'améliore ma position par rapport à ces enjeux, contraintes et objectifs. Donc c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que là, je voudrais... Si je peux intervenir, parce que je trouve que la problématique qui est présentée par Hervé illustre bien la nécessité d'une coopération entre les DSI, les achats, la direction juridique. Pourquoi ? Parce que toutes ces contraintes qui sont évoquées, donc certaines s'appliquent à toutes les entreprises, qu'elles soient dans un secteur réglementé ou pas, comme la protection des données personnelles. Nous, à SNCF, nous sommes opérateurs d'importance vitale, donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi en termes de cloud, d'hébergement des données. Il faut vraiment avoir en tête que ces contraintes, s'accumulant, peuvent progressivement faire perdre l'intérêt de recourir au cloud. C'est-à-dire que, par exemple, la nécessité de crypter des données avec vos propres clés de chiffrement peut se faire. Les fournisseurs, les AWS, Microsoft Azure, proposent des options de chiffrement, mais si vous les utilisez avec un maximum de sécurité, vous allez vous rendre compte que ça revient quasiment à juste acheter une prestation d'hébergement et en perdant un peu tout l'intérêt de la démarche cloud, notamment en termes d'économie d'échelle. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu. Il me semble qu'il faut réussir à trouver des compromis. Alors évidemment, les contraintes réglementaires sont des contraintes incontournables, mais dans certains cas, il y a des zones grises. Par exemple, l'hébergement des données, on peut considérer qu'un hébergement en France, c'est mieux qu'un hébergement européen, mais qu'un hébergement européen, ça peut convenir quand même, par exemple. Voilà, donc il y a toute cette recherche de compromis, et ça ne peut être fait, me semble-t-il, que par un travail collectif. Voilà, donc je trouve que cette introduction que vous avez faite sur le travail collectif me paraît très intéressante. Je rebondis sur votre point, Frédéric, sur la recherche du compromis. En préparant la conférence d'aujourd'hui, j'ai pu interroger en fait plusieurs directeurs juridiques et des DSI et avoir le retour d'expérience en plus de mon propre vécu. Donc en fait, il y a un vrai retour d'expérience avec les principaux points d'attention sur le choix du prestataire. Donc même si la force de frappe de votre entreprise peut avoir un impact dans la négociation, si vous êtes leader mondial dans votre secteur, si le deal est clé pour votre entreprise, s'il est escaladé au niveau de votre top management, les contrats proposés finalement laissent souvent peu de marge de manœuvre, alors sous réserve de ce que vous décriviez, Hervé. Cette faible latitude
s'explique aussi dans la perspective du prestataire, et nous allons en reparler. Et si la tentation des clients est souvent forte d'imposer leurs standards contractuels, la norme est que les prestataires imposent leurs contrats justifiés en effet par la nature même du service rendu, souvent présenté comme standard, comme une simple marchandise, ce qu'on appellerait une commodity, et même s'il y a effectivement plusieurs réalités de cloud. La documentation et l'architecture contractuelle consistent généralement, de ma pratique et des feedbacks que j'ai pu avoir, en un Master Service Agreement avec divers contrats d'application qui ne sont pas modifiables et des avenants à ces contrats, avec une terminologie à laquelle les directions juridiques ne sont pas toujours familières. Les documents sont aussi envoyés souvent en format PDF par défaut. C'est pourquoi, en pratique, et je reprends ce que vous disiez, Frédéric, au lieu de consacrer tous les efforts à tenter de négocier des clauses qui ne bougeront pas ou juste à la marge, il est essentiel en pratique finalement de choisir le bon prestataire, c'est-à-dire celui qui a la structure et la stabilité idoine sur le plan financier et stratégique, donc qui s'engage à rester déjà sur le marché du cloud, mais qui a aussi une réputation qui est solide, parce que l'idée n'est évidemment pas de changer de fournisseur de cloud tous les 2 ans. Analyser en amont qui est ce prestataire, qui en est propriétaire, en particulier s'il ne s'agit pas d'un des grands acteurs du cloud américain, donc où se trouvent ces serveurs, comment vos données sont transférées. Et les réponses à toutes ces questions auront un impact sur des sujets de protection de vos données et vous avez tout intérêt à faire votre due diligence en amont. Donc, dans la mesure où vous aurez peu de chances de changer certaines dispositions telles que la loi applicable et la juridiction compétente, souvent les US, sinon en Europe, l'Irlande, voire le Luxembourg, il peut être intéressant dans certains cas de maîtriser aussi ou de se renseigner sur des principes, par exemple de common law. Donc, autrement dit, apprendre à connaître vos partenaires et ses contraintes, notamment au niveau des normes comptables aussi. Je pense à l'ASC 606 sur la reconnaissance des revenus aux US, plutôt que d'entrer dans un bras de fer qui, sur certaines dispositions, ne serait pas pertinent. Donc en fait, il s'agit pour les DSI et les directions des achats qui travaillent avec la direction juridique, je pense au fond de choisir leur combat. Si votre projet, par exemple, est surtout centré sur les données sensibles que vous traitez, vous rechercherez le prestataire qui offre le niveau de protection adéquat concernant les règles de sécurité du contenu, des engagements spécifiques liés au RGPD. Si vous cherchez à faire héberger votre plateforme de e-commerce, vous sélectionnerez le prestataire dont le service offre davantage de garanties sur la continuité du service. Donc vous aurez aussi défini les niveaux de service, les pénalités associées en cas de non-respect. Donc la démarche est, comme vous le disiez, différente en fonction des cas d'espèce. Donc chez Tarkett, la direction juridique a travaillé de concert avec la DSI et les achats dès le premier jour du projet cloud sur les sujets de sécurité, de protection des données, de confidentialité. Et nous avons été très impliqués sur les enjeux qui sont liés au RGPD et que nous aborderons aussi dans quelques minutes. Donc Hervé, la négociation d'un contrat cloud comprend donc, on l'a dit, 3 volets, juridique, économique et technique, et exige de fait encore beaucoup de pragmatisme et de clarté sur les questions de responsabilité. Absolument. Pragmatisme, je pense que c'est le mot qui est adapté lorsqu'on va négocier un contrat cloud. Et une très bonne appréhension de l'ensemble de l'environnement sous ces 3 dimensions. Si on demande, comme le propose le contrat AWS, à AWS d'assurer un service managé, c'est-à-dire de traiter les données, il est en pratique plus responsable et comptable du niveau de prestation et du niveau de service qu'il propose et de la sécurité. La sécurité est plus importante en termes d'engagement de son côté que lorsqu'on est chez nous, dans un environnement qui nous est dédié, avec un espace de stockage. Et il nous renvoie d'ailleurs la balle dans le contrat en disant « vous êtes responsable de la sécurité, vous êtes chez vous, à l'intérieur de l'appartement ». En quelque sorte, nous, on vous garde, on s'assure, on met un chien de garde devant la porte, mais à l'intérieur de l'appartement, vous êtes chez vous.
Si en revanche, il assure un service managé ou s'il met à disposition un SaaS, dans ce cas-là, la responsabilité n'est pas la même. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas généraliser. C'est pour ça qu'il faut être très pragmatique. Il y a des contrats... lorsqu'on fait de la mise en œuvre de Salesforce ou de SAP S/4HANA dans le cloud, ça reste des projets. C'est du build. Et comme ça reste des projets, ça veut dire qu'il y a nécessairement une personnalisation du débat, parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une étude d'écart entre une expression des besoins et des fonctionnalités standards d'un logiciel. Et donc, quelque part, ça donne la possibilité d'introduire cette personnalisation, toujours calée sur cette colonne vertébrale qui sont les contraintes, les enjeux, les objectifs. Au niveau du run, c'est-à-dire au niveau de l'exploitation, là où on attend des engagements de niveau de service, effectivement, ça sera fonction de l'option qu'on aura choisie. Alors attention, parce que là où on est vraiment dans un volet technique, juridique et financier, c'est que on veut faire une réduction de coûts lorsqu'on rentre dans ce type de contrat, et je pense que Frédéric sera d'accord avec moi. Il faut faire très attention à la lecture de ces contrats, parce qu'il y a souvent des services associés à d'autres services qu'il faut prendre pour avoir le service continu, complet. Et donc, si on n'a pas fait cette bonne analyse du contrat au début, on peut avoir des coûts cachés et donc une perte de valeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment associer dans la discussion la DSI, la direction financière et la direction juridique, avec une analyse commune du contrat. Voilà. Et bon, pour ce qui est des volets techniques, juridiques et économiques, il est évident que l'idée... Ce que vous disiez par rapport à la négociation des contrats, ça me fait penser à une chose. Lorsqu'on a des contrats, effectivement, qui sont des contrats d'adhésion, pour les nommer, pour nommer leur réalité, lorsqu'on a des contrats d'adhésion, ça me rappelle un petit peu les marchés publics qui ne sont pas négociables. Bon, même dans les marchés publics qui ne sont pas négociables, on a toujours un CCTP, donc les clauses techniques particulières, qui nous permettent de personnaliser un peu le contrat et de prévoir les clauses qui nous protègent en termes de périmètre, par exemple d'engagement. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut choisir son combat. Le combat, il est autour de la protection de ces contraintes, de ces enjeux et de ces objectifs. Donc ça veut dire qu'on va introduire à la fois dans le RFP, dans l'expression de besoin, ces sujets, et à la fois dans la rédaction des clauses particulières et les annexes techniques, ces aspects pour nous permettre, le cas échéant, nous, juristes, demain, de montrer que si jamais on est en train de se battre sur une limitation de réparation, on a la possibilité de faire sauter ce plafond de réparation parce qu'ils manqueront une obligation essentielle qu'on aura bien identifiée à la fois en amont et dans le contrat. Voilà, c'est un peu déporter la discussion de la négociation ou se caler sur cette colonne vertébrale et ensuite essayer de se poser la question de savoir si je n'ai pas un moyen demain, un levier, pour pouvoir faire sauter ce plafond de réparation dans une négociation de transaction ou devant un juge. Bien sûr. Justement, concernant les enjeux clés, les services cloud sont en permanente évolution. C'est aussi de par leur nature, parce qu'ils gagnent des fonctionnalités, sont plus sécurisés, plus performants, de sorte que beaucoup de contrats prévoient que le prestataire puisse modifier les termes à tout moment sans l'accord du client. Encadrer ce droit et le limiter aux aspects opérationnels est cependant critique parce que ça permet d'éviter, par exemple, des modifications unilatérales d'éléments contractuels que le client considérera comme substantiels. Comment articuler au mieux les exigences de visibilité du client aux besoins de flexibilité et d'évolution du service cloud par le prestataire et donc à ses améliorations ? Il faut l'encadrer, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver la discussion, la négociation, ce n'est pas essayer d'imposer sa vue sur la vue de l'autre. C'est essayer de trouver un compromis, comme disait Frédéric tout à l'heure. Ils ne peuvent pas modifier des niveaux de service alors que j'ai une contrainte réglementaire sur ces niveaux de service. D'abord, la plupart du temps, il y a un préavis dans les contrats. 90 jours, 6 mois, etc. Mais d'un point de vue opérationnel, ce n'est pas gérable. 90 jours, etc. Donc ça veut dire que, quelque part, si moi j'ai une contrainte, je ne peux que m'opposer à ce genre de situation, ou alors je risque d'avoir une contradiction dans le contrat, parce que moi, dans mes annexes techniques ou dans mon RFP, qui sera un document contractuel,
j'aurai écrit ma contrainte technique. Et donc, ce que je vais regarder, c'est que dans le rang hiérarchique des documents contractuels avec les clauses d'interprétation, je vais faire prévaloir cette annexe. Donc, je vais déporter ma négociation à ce niveau-là. C'est une astuce, enfin, il y en a d'autres, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais en général, enfin, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir des prestataires qui sont totalement obtus lorsqu'on leur affiche des contraintes et des choses comme ça. C'est vrai que dans les contrats standards, je dis bien les contrats standards, il y a beaucoup de clauses de modification unilatérale. La plupart du temps, ces contrats sont rédigés par des anglo-saxons et les contrats ont été assez mal traduits en français. Donc on a des clauses qui sont un peu bizarres et qui sont écrites avec des modifications unilatérales et des préavis. Mais c'est là où la négociation se situe, calée sur ce que je disais tout à l'heure. Sur le RFP, la partie technique de l'annexe, le rang hiérarchique des documents contractuels et voilà. Après, il faut pas perdre de vue que les contrats, même dans tous les systèmes de droit, doivent être exécutés de bonne foi. On parle de good faith dans les systèmes anglo-saxons. En droit français, c'est bonne foi. Je parie qu'en droit luxembourgeois, pour AWS, ça sera la bonne foi aussi. Donc ça veut dire qu'ayant connaissance de tout ça, s'il modifie alors que ça crée un risque de service, il y aura un petit sujet. Un autre sujet très sensible. Excusez-moi. Oui, Frédéric. J'interfère dans la discussion. C'est tellement. On a envie de participer, quoi. C'est une discussion très intéressante. Moi, si je peux peut-être apporter un complément, et je ne sais pas si vous aurez des réponses à apporter, mais de la petite expérience que j'ai de contrat cloud, ce genre de changement unilatéral de la part du fournisseur, parmi les changements les plus gênants sont finalement des sujets qui vont porter sur des solutions logicielles. Puisque vous voyez, enfin, je pense que tout le monde a compris qu'avec un clouder, on est dans un monde qui est hybride entre le logiciel et l'infrastructure. Il y a toujours des bouts de logiciel qu'on va acheter. Et on se rend compte qu'on est dans un schéma qui est très, très similaire à la relation avec les éditeurs. Puisque l'éditeur a sa propre stratégie et lorsqu'il décide d'abandonner un produit pour passer à autre chose, les clients doivent s'adapter. Et nous avons, je vous ai dit que ça fait 2 ans que j'avais engagé la transformation cloud et j'ai déjà été confronté à ce sujet-là, d'avoir avec un fournisseur que je ne citerai pas, mais trouvé dans la situation où le produit sur lequel nous appuyons pour faire du big data en fait, donc je ne citerai pas le produit, mais a été abandonné par le fournisseur. Il a décidé de déclasser ce produit-là pour passer à un autre produit. On a un préavis qui est extrêmement faible. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez, si c'est un élément sur lequel vous avez réfléchi, Hervé, mais il me semble que on a quelque chose qui à la fois s'apparente au monde des éditeurs, et en même temps sur lequel on a moins de levier que vis-à-vis d'un éditeur, parce qu'avec un éditeur, on peut toujours obtenir un support exceptionnel sur un produit qui est déclassé, alors que c'est beaucoup plus difficile de le faire vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Que ce soit, je sais pas si donc, que ce soit dans le cloud ou pas. Parce que la problématique que vous soulevez, elle est aussi pour les logiciels qui sont installés sur nos serveurs. Oui, à la base, c'est vrai qu'un éditeur reste un éditeur qui soit en mode as a service ou en mode deploy. C'est sa politique éditoriale, en réalité, qui prime. Tout à fait. Avec, me semble-t-il, malgré tout, chez le clouder, un risque un peu plus élevé. Puisque avec un éditeur qui peut vous faire du déploiement on-premise, et donc, ça veut dire que on arrive à maintenir des versions obsolètes, ce qui n'est pas possible lorsqu'on s'adresse à un cloud. Oui, on a l'avantage là de lui imposer des indicateurs de niveau de service sur la continuité de service et sur la qualité du service. Donc là, il faut qu'il assure la continuité de service et il faut essayer de l'attraper sur la continuité de service, à qualité de service égale. Donc on peut le rattraper par les KPI, par les indicateurs. Et potentiellement les sanctions associées à ces indicateurs. Justement, je voulais parler des questions de disponibilité et de continuité du service qui sont absolument clés. Bonne transition alors. Absolument. Donc vous avez à définir les niveaux de service qui sont importants pour vous via des mesures objectives, donc, quantifiables, reproductibles. Dans le contrat cloud, le prestataire, via le paiement de pénalités, peut se libérer de cette obligation essentielle, par exemple en cas de bug ou de panne de réseau ou
de suspension de service. Et ça peut générer des pertes de données et de revenus considérables pour l'entreprise. Est-ce cependant réaliste d'obtenir davantage sans que le prestataire oppose le fait que la solution qu'il propose, encore une fois, n'est qu'une commodity, n'est qu'une marchandise et qu'il ne peut pas couvrir le dommage de valeur? Peut-on se reposer sur un prestataire peut-être plus petit qui offrirait une réparation plus généreuse, mais la contrepartie, c'est ce qu'ils auraient les épaules pour le supporter s'il devait y avoir un problème? Donc, ma question, c'est où est-ce qu'on met le curseur pour sécuriser ses intérêts? La réponse, elle est dans l'analyse. La réponse est dans l'analyse qui a été faite en amont du champ des possibles que j'ai. D'abord, la plupart des fournisseurs de services cloud ont un système d'incitation au maintien de la qualité de service à travers ce qu'on appelle des service credits. Qui sont des formes d'avoir, mais qui sont assujettis à des prérequis contractuels qui sont difficiles parfois à mettre en œuvre. Alors déjà, il y a une réponse, c'est qu'il faut faire du contract management. Parce que côté fournisseur de services cloud, ils en font. Côté client, il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un qui s'assure, et je pense que Frédéric ne le démentira pas, que les indicateurs sont au bon niveau, etc. Donc, il faut le gérer en amont. L'application des pénalités des services cloud, d'abord, les pénalités, c'est différent que le plafond de responsabilité. Bon, ça, c'était une évidence. Donc, les pénalités, théoriquement, il faudrait qu'à un moment donné, elles s'appliquent à un niveau qui fait que si le service n'est pas au rendez-vous, c'est la marge qui saute, en quelque sorte. Donc le calcul, le raisonnement qu'il faut avoir, c'est j'atteins 10, 15, 20%. Bon, on obtient assez rarement ce montant de pénalité. Ce qu'il faut, c'est surtout avoir un mécanisme d'incitation au maintien de la qualité, des engagements forts en termes de continuité de service, et puis choisir celui qui, encore une fois, que ce soit le petit ou le grand, mais le petit, c'est un problème parfois de surface financière. Donc il faut savoir s'il y a une garantie de la maison mère ou pas. Ça peut changer. Maintenant, lui, peut-être qu'il est plus spécifique, plus spécialisé dans votre secteur d'activité. Dans votre domaine, il n'y a pas de réponse générale. Et il sera peut-être meilleur que le gros, qui, lui, va mettre en place une usine à gaz et qui sera pas... Donc, c'est du bon sens, la réponse. Et puis, encore une fois, ça dépend de... Moi, j'ai toujours dans ma colonne vertébrale les contraintes, objectifs et enjeux. Donc, Et encore une fois, d'un point de vue juridique, il y a toujours effectivement les plafonds de réparation, de responsabilité. Ils vont sauter en cas de manquement à une obligation essentielle. Il faut suivre un peu la jurisprudence IBM-MAIF pour voir dans quelles conditions on peut le mettre en œuvre. Enfin, on est toujours sur une faute lourde équivalente au DOL pour les faire sauter. Les systèmes d'incitation au maintien de la qualité de service, c'est soit des pénalités, soit des service credits, soit, parfois, on parle d'astreinte conventionnelle. L'astreinte conventionnelle, c'est simplement pour dire je vous astreins à exécuter votre service, et ça n'est pas une sanction. Donc, pas la possibilité pour le juge d'intervenir sur une clause pénale, et donc de diminuer le montant. Donc, encore une fois, il peut y avoir une astuce qui est de le qualifier d'astreinte conventionnelle et de le faire fonctionner comme une astreinte conventionnelle. Mais voilà. Je voulais parler des données. Donc, le client attend légitimement de son prestataire que ces données soient protégées. Prenons l'exemple d'un projet qui repose sur des données de valeur, une innovation stratégique, par exemple, protégée par le secret des affaires. Toute violation de données, une fuite accidentelle pourrait avoir des conséquences lourdes, je le mentionnais aussi il y a quelques minutes, à l'égard du marché, de la société en question, de ses concurrents. Quels sont les tips sur les niveaux requis de protection des données et quelles sont les bonnes questions à se poser par rapport au chiffrement, à la sous-traitance, à la reprise après sinistre? Quelle est la nature des données qui sont traitées? Première question. Quels sont les traitements qui vont être réalisés? Où ils vont être réalisés? Le où est important parce que dans certains pays, les données sont captées. Je pense en Russie. Ça impose donc du coup une rediscussion avec la DSI pour savoir comment on peut, par exemple, dupliquer les bases pour faire en sorte qu'elles soient à la fois dans le pays concerné et puis en dehors du pays concerné. C'est du vécu, c'est des négociations qui sont en plus
dans l'expression des besoins auprès du fournisseur de services cloud russe. Donc voilà, ces sujets-là. La sécurité des données, c'est effectivement un point important. Ça peut être au niveau de l'analyse d'impact d'origine. On parle de données sensibles, donc il va y avoir une analyse d'impact nécessairement. Dans l'analyse d'impact, il va y avoir nécessairement la question de la sécurité. La sécurité, elle est différente selon qu'on est, encore une fois, sur du IaaS, du PaaS, du SaaS ou du service managé. L'option qui est proposée dans le contrat, celui auquel je pense, AWS, c'est la régionalisation. Déjà, c'est plus rassurant, on sait qu'on est en Europe. C'est aussi de chiffrer les données avec la détention des clés, parce que les agences nationales US peuvent avoir accès aux données du fait de la législation américaine, FISA et l'ordre qui sont visés dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais ils n'ont aucune obligation. Nous avons clients aucune obligation de fournir les clés de chiffrement pour accéder à la donnée, puisque nous ne sommes pas des Américains, des sociétés américaines, etc. Donc il y a des options. Après, ça a effectivement un impact sur le coût, et donc c'est là où la direction financière est dans la boucle pour savoir si effectivement. Mais comme on leur a déterminé tout ça à travers les contraintes, théoriquement, on devrait avoir tout ça en tête. Après, les prix, je ne suis pas sûr qu'on les ait tout de suite en tête, mais effectivement, ça a un impact sur les prix. Ce qui m'intéresserait d'ailleurs de savoir, c'est est-ce que c'est vraiment si important, dès lors que c'est proposé comme option, en termes d'augmentation de prix, pour le rendre un peu moins intéressant. Bon, ça, je ne sais pas quel est le niveau, c'est une question que je posais à Frédéric. Donc la sécurité, effectivement, c'est un enjeu essentiel. Pareil, c'est une réflexion technico-juridique. Je vous dis, si je suis en hébergement, c'est la porte d'entrée que je vais sécuriser. Quand je suis avec la mise à disposition du soft, c'est la plateforme que je vais sécuriser. Quand c'est du SaaS, c'est le logiciel, la plateforme, la porte d'entrée et la totalité. Puis service manager, je vais lui demander des engagements de niveau de service en termes de sécurité. Et à chaque fois, je vais annexer une annexe sécurité qui correspond à ma politique de sécurité système d'information en tant qu'entreprise et qui est alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement, ça me revient aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des fournisseurs de services cloud qui se prétendent SecNum Cloud. Donc, a priori, ils ont ces enjeux de sécurité en tête. Donc il faut les favoriser évidemment lorsqu'on est dans des entreprises, dans des secteurs réglementés. Si on a de la donnée de santé, où on a des secrets des affaires, ou secrets de fabrique, ou des choses comme ça, il faut favoriser tous ceux qui se revendiquent SecNum Cloud ou Code de conduite européen, parce qu'il y en a pas mal qui ont adhéré aussi au Code de conduite européen, au label de confiance français tout récent, qui se fonde sur SecNum Cloud aussi. Bon voilà. Il faut privilégier tout cela. Toujours à propos de la protection des données. Je peux répondre oui, Frédéric, bien sûr. Que posait Hervé sur l'impact sur les prix des contraintes telles que de services tels que Bring Your Own Key, par exemple, qui offre une sécurité absolue sur les données. Faut se rendre compte que si on veut appliquer ce genre de précautions, ce genre de sécurité, en fait, votre projet cloud, ça devient un projet lift and shift. Lift and shift, c'est quoi? C'est vous avez une infrastructure que vous avez dans votre data center, vous prenez la même infrastructure, vous la mettez dans le cloud. Et en fait, l'expérience montre que les projets lift and shift ne sont jamais rentables. C'est-à-dire qu'en clair, dans le meilleur des cas, vos coûts d'hébergement, vos coûts de run, vos coûts d'exploitation vont être à peu près au même niveau qu'avant, quelquefois un peu plus cher. Et dans tous les cas, vous ne rentabilisez pas l'opération de migration elle-même. Donc, ça peut aller très loin, en fait. Ça peut, donc, pour signaler l'importance. Et ça, à mettre en regard de projets de transformation complète du cloud qu'on peut conduire sur des systèmes qui peuvent être importants en termes de contraintes opérationnelles, mais sur lesquels, par exemple, la confidentialité n'est pas fondamentale et où on peut utiliser au maximum toutes les possibilités du cloud.
où vous gagnez sans problème sans problème 20%, et en faisant des efforts 50% sur vos coûts d'exploitation. Enfin, le gap peut être énorme. Et donc il y a vraiment une réflexion sur l'optimisation du traitement des données et on regarde la nature des données qui sont traitées, on regarde quels sont les enjeux et par rapport à ces enjeux, on va choisir telle ou telle offre cloud qui correspond le mieux. Et effectivement, là où il y a plus de contraintes, peut-être ça peut être plus coûteux, mais au final, sur l'équation globale, on doit s'y retrouver. Oui, complètement, tout à fait. D'accord. Alors pour revenir donc à la protection des données, la confidentialité et la sécurité vont de pair. Quid si le prestataire se réserve la faculté de les communiquer à des tiers? Je pense au Cloud Act américain, donc les motifs peuvent être très divers, mais celui-ci, c'est la transmission des données à une autorité judiciaire. Quels sont les garde-fous de votre expérience? D'abord, les garde-fous. Divulguer les données. Alors aujourd'hui, dans les contrats, ce qui est prévu, c'est une notification préalable. C'est le fait que, en tout cas, les services, je pense au contrat encore une fois AWS, mais je crois que c'est pareil chez Microsoft Azure, on notifie cette demande. Ça peut être les agences ou les tribunaux. C'est pas... Donc ça veut dire que les tribunaux, c'est sur la base d'une ordonnance qui précise à qui elle s'impose. Et les agences, c'est un peu plus ouvert. Et le visa de l'arrêt de la Cour de la Cour de justice de l'Union européenne se fondait sur le Financial Visa et puis un ordre qui avait été signé en 81, je crois, pour les agences. Et là, donc, c'est des données qui sont divulguées auprès de la NSA, des choses comme ça. Donc là, il est prévu dans les contrats une notification préalable. Il est prévu, c'est là où justement il y a un appel du pied de la part d'AWS sur la nécessité ou pas de chiffrer ou de pseudonymiser les données, de telle sorte qu'il n'ait que des données qui soient pseudonymisées. Pseudonymiser, je pense que vous faites la distinction avec anonymiser. Pseudonymiser, ça veut dire que on a créé un pseudonyme. C'est plus la donnée personnelle en tant que telle, la donnée personnelle est sur une autre base. Mais on a la possibilité de réconcilier les données donc ça reste une donnée personnelle puisque finalement on a la possibilité de relier la base de pseudo à la base, donc un identifiant quelconque, à une base de données dans laquelle, effectivement, on a les données personnelles. Donc, ça reste données personnelles au regard de la CNIL, et donc toute la réglementation données personnelles s'applique. Anonymisation, en revanche, c'est avoir mis en place un procédé qui est totalement irréversible et à partir duquel on ne peut pas remonter sur les données personnelles. C'est juste impossible. Pour ça, il faut suivre les préconisations du CEPD, Comité européen pour la protection des données personnelles, qui explique les différentes techniques de randomisation, généralisation, etc. pour anonymiser les données. Là, on n'est plus sur les données personnelles, à partir du moment où elles sont anonymes, donc le sujet, il est réglé. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion aussi technico-juridique à avoir par rapport à ça, et ça fait partie de la phase de conception que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a des données pseudonymes, on utilise des techniques de chiffrement. Après, pourquoi ne pas prévoir la saisine de la CNIL, par exemple, dans le cadre de l'article 57 du RGPD, et la mettre quelque part en arbitre d'une demande qui serait donc possibilité de saisine préalable de la CNIL avant divulgation et remise des données auprès des agences. Voilà, il y a des techniques qui peuvent être utilisées qui sont à la fois juridiques, techniques sur la pseudo ou anonymisation des données, clé de chiffrement avec les coûts que ça représente et toute cette réflexion qui est technico-juridique financière. D'accord. Ma dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses. Un des points sensibles relatifs aux données est la négociation du Data Processing Agreement, tel que prévu par le RGPD, entre le responsable de traitement et son sous-traitant de données personnelles pour cadrer et protéger le traitement. Alors cet accord comprend de gros enjeux, notamment en termes de responsabilité, et nombreuses sont les clauses qui sont très importantes à ne pas négliger. Donc il y a les clauses d'audit, les clauses de description du traitement, de responsabilité, de garantie. Comment recommandez-vous de gérer les points de tension, non seulement lors de la négociation d'un DPA, mais aussi dans son pilotage? Les points de tension.
Les points de tension, en principe, il ne devrait pas y en avoir trop dans un DPA parce que vous devez respecter l'article 28 du RGPD si c'est de la sous-traitance. Il y a un peu plus de discussions lorsqu'il y a des responsables conjoints de traitement parce que ça veut dire qu'il va y avoir une répartition des obligations du responsable de traitement en fonction du traitement qu'il réalise pour le seul traitement qu'ils réalisent ensemble. Et puis, il y a parfois aussi un DPA qui est conclu entre des co-responsables de traitement. Typiquement, il peut y avoir les deux qualités. C'est-à-dire que je sous-traite, par exemple, à un prestataire dans le cloud l'hébergement, je serai sur l'article 28. Je sous-traite le traitement des données à un éditeur de SaaS. Là, il y a une discussion, une réflexion à avoir sur la qualité effectivement de l'éditeur de SaaS pour savoir si effectivement il n'est que sous-traitant ou si il est responsable de traitement. Mais il peut avoir un autre traitement qu'il va effectuer. Il peut faire de l'anonymisation de données, qui est un traitement en tant que tel, pour faire des stats pour ses besoins propres. Dans ce cas-là, il sera aussi responsable de traitement. Donc, il faut tenir compte de tout ça lorsqu'on va rédiger le DPA. DPA, il est assez normé à l'article 28 du RGPD. Ensuite, il y a les réflexions flux transfrontalier de données. Et là, il faut se poser la question de savoir quelle est l'adéquation. Est-ce que les données sont transférées dans un pays avec une protection adéquate ou pas ? Et donc, on a évoqué les US, mais il y a d'autres pays dans lesquels il peut y avoir, ne pas y avoir une protection adéquate. Vous avez sur le site de la CNIL, il y a une carte qui indique quels sont les pays pour lesquels il n'y a pas une protection adéquate. Il va peut-être y avoir des nouveautés avec la Grande-Bretagne, mais en l'occurrence, on mettra en œuvre, avec les Américains, on met en œuvre les clauses contractuelles type nouvelles. Donc, il y a un outil qui existe, responsable de traitant à sous-traitant, exportateur à importateur, ou de sous-traitant à sous-traitant ultérieur. Mais il ne faut pas perdre de vue que le but de la CNIL, c'est d'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. Donc ça veut dire que les CCT ne suffisent pas et qu'il faut imposer des garanties en matière de sécurité des données, de divulgation des données, de confidentialité, de tout ça. Et ça n'est qu'à l'aune de ces garanties qu'on pourra juger si le transfert est sécurisé. D'accord. Voilà, donc il faut s'assurer qu'effectivement les garanties sont là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Hervé. Merci Frédéric. Je vous en prie. La session Q&A est ouverte. Alors, nous avons déjà une première question sur Je vais juste avant de passer aux questions, juste pour vous dire que je vais devoir vous laisser. Donc, et en vous remerciant pour cette discussion très intéressante. Merci à vous. Frédéric. Merci pour votre éclairage. Merci. Au revoir Frédéric. Merci pour votre invitation. Au revoir. Merci. Donc, nous avons une première question sur la confiance dans le cloud. Donc, la confiance dans le cloud aura passé un cap essentiel le jour où on pourra facilement migrer des services d'un fournisseur de cloud à l'autre. Donc, effectivement, pourriez-vous nous éclairer, Hervé, sur ce qui doit être anticipé concernant la réversibilité, autrement dit la portabilité des données en cas de résiliation du contrat ? Alors, vous faites bien de parler de portabilité. Parce que lorsqu'on passe d'un éditeur de SaaS à un autre éditeur de SaaS, on est en train de parler de porter les données d'un éditeur à un autre. Donc le niveau de réversibilité n'est pas tout à fait le même. D'abord, ce n'est pas un retour vers soi, réversibilité, mais c'est plutôt un transfert. Lorsqu'on parle d'un service managé, comme ceux que propose par exemple AWS dans le cadre de son offre, l'offre est beaucoup plus complète puisque je lui ai externalisé un service qui était en interne, c'est du BPO. Et donc, Business Process Outsourcing, une activité. Donc, ça veut dire que je vais essayer de récupérer cette activité et peut-être partir sur un autre cloud. Donc, ça sera à la fois réversibilité et transfert, ou transfert. Donc, ça veut dire que le plan de réversibilité sera beaucoup plus complet. Les clauses de réversibilité dans le contrat sont beaucoup plus complètes. Il y aura plus d'obligations, plus de détails, etc., plus d'engagement, avec toujours comme objectif et comme but d'obtenir une continuité de service pendant toute cette phase. Parce que le contrat doit aller jusqu'au bout en assurant la continuité de service, surtout si derrière il y a des clients.
où il y a d'autres parties prenantes comme les salariés, les employés, etc. Si demain on met en carafe un système un SIRH dans le cloud et qu'on ne peut plus sortir des bulletins de paye, il risque d'y avoir quelques soucis. Oui. Donc il faut effectivement avoir la conscience de tous les engagements de continuité de service, ne pas hésiter à développer, à écrire le plan de réversibilité, à écrire en tout cas une clause de réversibilité dans les contrats, quitte à faire un plan de réversibilité un peu plus complet après, parce que parfois dans la négociation, on veut aller plus vite. Et donc, on ne traite pas trop la partie réversibilité. Donc, il faut quand même qu'on ait un article réversibilité qui renvoie à un engagement des parties pour signer le plan de réversibilité. Mais attention, là j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'il y a des engagements comme ça, comme le plan d'assurance qualité ou le plan de réversibilité, etc., une fois qu'on a le nez dans le guidon, c'est compliqué de revenir et de renégocier ou de rediscuter un plan de réversibilité ou un plan d'assurance qualité. Mais bon, parfois c'est comme ça, c'est les contraintes de la négociation, on est obligé de faire vite et puis de signer comme ça un contrat avec une clause et pas un plan. Voilà. On a une question à nouveau sur le Cloud Act. Comment se gère en pratique un litige dans le cadre du Cloud Act? Vous en avez déjà dit un mot. Est-ce qu'il y a des éléments d'informations supplémentaires que vous pourriez partager? Moi, j'ai eu une expérience, mais ce n'était pas le Cloud Act exactement, mais enfin, c'était une demande d'une juridiction qui voulait qu'on divulgue des données de santé. La réponse a été le règlement européen et la CNIL. Et j'ai fait un courrier basé sur le règlement européen pour le compte du client et les données sont restées en France. Donc il y a des outils. Il y a des outils pour pouvoir répondre à ce genre de sujet. C'était un laboratoire pharmaceutique. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur le projet de cloud souverain européen? Il y en a plusieurs. Enfin, il y a Gaia-X. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, il s'agit de Gaia-X. Alors, un point sur l'actualité, je ne sais pas. Non, ce qui c'est vrai, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que c'est un projet européen, mais auquel participent la plupart du temps des Américains et des Chinois. Bon, cela dit, ils ne sont pas au conseil d'administration, ils sont observateurs. Le problème que je vois, moi, c'est que on va avoir des opérateurs qui sont assez forts sur le monde de l'IAS. On a des OVH Cloud, etc., qui sont un des fondateurs du projet européen. Et là, on peut faire un cocorico. Ils ont le label de confiance, ils sont Segnum Cloud, ils sont hébergeurs de données de santé. Enfin bon, ils ont toutes les qualités. Lorsqu'on grimpe dans le PaaS, le SaaS et choses comme ça, on n'a plus grand monde au niveau européen. Et notre problème, c'est un problème plus général qui est celui de l'innovation au niveau de l'Europe, quoi. Donc c'est un peu de la prospective ce que je suis en train de dire, mais on a nos cerveaux qui partent encore et je pense que le problème il est plus là. C'est-à-dire que c'est un bon début d'être Segnum Cloud, les labels de confiance, le code de conduite européen, les projets européens, les projets souverains, etc., pour pouvoir fournir des services souverains, et notamment tout ce qui est administration, collectivité locale, etc., avec une pensée qui est ça ne va pas partir, les données ne vont pas partir à l'étranger, etc. Mais encore faut-il qu'on ait la techno qui aille derrière, quoi. Justement, vous parliez du label Cloud de confiance. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que c'est pertinent? Ben oui. Je pense que c'est pertinent, mais il faut gérer les choses en même temps. Oui. C'est en même temps. Et il y a des projets comme la création de la Société Bleue par Capgemini et Orange. Donc, c'est une plateforme cloud qui garantira des services reposant sur la technologie de Microsoft, mais hors d'atteinte des lois extraterritoriales américaines telles que le Cloud Act. Donc, oui, parce qu'effectivement, pas société américaine, et donc on ne peut pas accéder à des données où qu'elles se trouvent parce que ce ne sont pas des sociétés américaines. Oui, et les serveurs seront basés en France. Les entreprises qui vendent ces services seront contrôlées par des Mais ça, Européens. c'est bien. En termes de réflexion de protection, c'est bien. Mais en termes de prise de marché, il faut aller plus loin au niveau de la technologie.
on a une remarque. Donc, les clauses contractuelles n'ont qu'une valeur relative face au Cloud Act, qui oblige à transmettre l'information sans en informer le client. Donc, le mieux est de ne pas mettre les données les plus sensibles dans le cloud. Complètement d'accord. Complètement d'accord, oui. Complètement d'accord. Mais ça renvoie aussi à la réaction de la CNIL sur les données de santé. Il y avait un projet qui m'échappe là maintenant, un projet qui concernait des données de santé et la CNIL avait dit au début, ah oui, c'était un accord qui avait été passé entre l'administration, je crois, et puis Microsoft ou je ne sais plus qui, et qui disait que les clauses n'étaient pas suffisamment rassurantes et que, en gros, lorsqu'on fait notre analyse d'impact, théoriquement, ça doit aboutir à un no-go. Sauf à démontrer à la CNIL, principe d'accountability, qu'on a mis en place des procédures, etc., qui permettent de respecter cette règle. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, dans cette analyse précontractuelle, on analyse le comment, le quoi, le pourquoi. Ça peut aboutir à des no-go si effectivement ça concerne des données sensibles. C'est ce que disait tout à l'heure Frédéric. Il disait, en fonction, s'il y a des données qui ne sont pas très confidentielles et que je peux améliorer ma rentabilité, entre guillemets, et ma productivité de mon système d'information, je le fais parce que de toute manière, c'est une balance risque-opportunité. En revanche, si on veut mettre dans le cloud public des données sensibles sans prendre la clé de chiffrement, sans pseudonymiser les données, sans régionaliser les données, on s'expose quand même à un risque important. Et donc, je pense que la CNIL vous taperait sur les doigts, quoi. Alors, on a une question sur la gestion du risque Covid-19 dans les contrats de cloud computing. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot au niveau de la force majeure oui. On retombe toujours sur... Alors, il y a deux choses, mais c'est vraiment un mot. C'est-à-dire que soit on est sur la force majeure telle qu'elle n'a pas été définie dans le contrat. Et on est sur... et là, je raisonne en tant que juriste français, ce qui n'est pas évident, puisque finalement, les contrats, la plupart du temps, sont soumis au droit luxembourgeois, au droit irlandais ou au droit de l'État de Californie lorsqu'il s'agit de Google. Donc, en raisonnant en tant que juriste français, soit j'ai effectivement une clause contractuelle qui définit le cas de force majeure, et dans ce cas-là, on va voir si Covid-19 rentre dans la définition contractuelle, soit on est dans l'événement extérieur irrésistible, imprévisible. Et là, de parler de Covid-19 et d'imprévisibilité, ça devient un peu compliqué. Alors là, on a une question, pour le coup très générale. Je pense, Hervé, que vous allez devoir nous développer le RGPD. Quelles conditions contractuelles devront être incluses relatives aux données personnelles avec le prestataire de service ? Il faut d'abord le qualifier, le prestataire de service. La plupart du temps, il sera sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Donc, il faut respecter les clauses, les dispositions de l'article 28 concernant à la fois la sécurité, la notification des failles de sécurité, les catégories de destinataires, toutes les informations, la clause qui est conforme à l'article 28 du RGPD sur la partie sous-traitance. Après, il faut regarder s'il y a des écarts, mais en principe, sur cette dimension-là, il n'y a pas tellement d'écart dans les législations nationales. On est quand même sur un règlement européen, donc uniformisé, à part les 50 et quelques dérogations qui sont prévues dans le règlement européen pour les États. Mais je ne vois pas de différence trop importante entre des différents pays, des différents États membres de l'Union européenne. On a une question sur, on revient au DPA, donc au Data Processing Agreement. Quelles sont les responsabilités dans le cadre d'un DPA et comment les qualifier ? Donc, responsable de traitement, sous-traitant, co-responsable de traitement ? Responsable de traitement, c'est celui qui détermine les moyens et les finalités. Je veux faire un traitement de la paye, je détermine les moyens et finalités. Le sous-traitant, c'est celui qui agit uniquement sur instruction du responsable de traitement et qui ne peut pas agir autrement que sur instruction. Donc ça veut dire qu'il faut décrire les instructions de manière précise, ce qui rejoint votre précédente question. Il faut décrire, la plupart du temps, on fait un tableau qui décrit les instructions
pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un détournement de finalité, c'est-à-dire que finalement, ils sont intervenus en dehors des instructions données, et donc il se soit lui-même devenu un destinataire responsable de traitement, qui a déterminé les finalités de traitement qui n'étaient pas prévues dans les instructions. Donc, instruction sous-traitant, et puis ensuite, il y a les responsables conjoints de traitement, qui est une nouveauté du RGPD. Cette notion n'existait pas dans la loi de 78, et qui est lorsqu'il y a deux responsables de traitement qui interviennent et qui ont défini les moyens et finalités d'un traitement ensemble. Dans ce cas-là, il faut savoir qui assure la transparence vis-à-vis des personnes concernées, des deux. C'est-à-dire qui a les obligations d'information. Si je confie une plateforme web à un tiers dans le cloud, est-ce que c'est l'autre qui va recevoir les demandes d'exercice de droit de la part des personnes concernées? Est-ce que c'est moi? Donc il faut écrire dans un accord de responsabilité conjointe les tâches qui appartiennent à chacun pour s'assurer qu'effectivement les droits sont respectés des deux côtés. Et il y a parfois une confusion avec la notion de co-responsable de traitement. Là, c'est peut-être une subtilité, où là, c'est lorsqu'il y a des responsables de traitement qui ont chacun une finalité donnée, qui déterminent chacun des moyens et finalités, mais qui sont partenaires et qui traitent les données des mêmes personnes concernées. Et donc, ils ont chacun un rôle. Et donc là, il y a un accord aussi à définir sur, une fois que je t'ai transféré les données, qu'est-ce que tu vas faire et l'autre va expliquer ce qu'il va en faire, etc. Et pour tout simplement s'assurer qu'en tant que responsable de traitement, chacun respecte ses obligations qu'il a en tant que responsable de traitement. Responsable de traitement, il a l'obligation de sécurité, l'obligation de transparence, le principe de minimisation. Minimisation, ça veut dire qu'il va transférer les données que celles qui sont absolument indispensables, ou traiter les données que celles qui sont absolument indispensables pour la finalité concernée. Il y a les problématiques de conservation, il ne faut pas oublier aussi dans l'accord de sous-traitance. Il y a les flux transfrontaliers de données, enfin il y a tout ça. Alors nous avons une question sur l'analyse de risque à faire en amont, que vous mentionniez tout à l'heure. En identifiant les différentes catégories de données et traitements visés par la solution cloud, donc les données à caractère personnel, les données confidentielles de l'entreprise, les données sensibles, etc., en confrontant les garanties du référentiel sécurité qui est mis en œuvre dans l'entreprise avec les garanties contractuelles de la solution proposée et leur compatibilité. Pardon, comment on engage davantage le prestataire en fait, sur des sujets de sécurité des données? Et est-ce que c'est suffisant de rendre contractuels certains documents qui, en général, ne le sont pas? Je pense, j'ai en tête la politique standard de sécurité ou les questionnaires de sécurité. Alors en général, moi ce que j'ai vu, c'est pareil, je parle vraiment d'expérience. Ce que j'ai vu, c'est que la plupart du temps, les directions risque, sécurité, système d'information et des RSSI ont une annexe technique sécurité pour ce genre de contrat. Et effectivement, ils demandent un engagement de la part des prestataires sur cette sécurité-là. Évidemment, cette annexe sécurité est d'autant plus importante qu'on est dans un secteur réglementé, qui prévoit ou qu'on est un opérateur d'intérêt vital ou OSE, comme le citait Frédéric. Frédéric a dit d'ailleurs qu'il avait, en tant qu'OIV, il avait fait le choix d'un prestataire qui s'engageait sur la sécurité, etc. Donc, il y a une annexe sécurité. Il y a une chose à ne pas faire, parce que je l'ai déjà vu aussi, c'est à joindre le questionnaire de sécurité. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va avoir un questionnaire de sécurité dans lequel il peut y avoir des failles. Et donc, ça veut dire qu'on s'engage sur la base de failles qui sont identifiées. Donc, ça veut dire qu'on accepte quelque part les risques, sauf si, effectivement, dans le contrat, parce qu'on a signé très vite ce contrat, dans le contrat, on prévoit dans le mois de corriger ces failles, etc., mais avec une clause résolutoire le cas échéant. Donc, ce qui n'est pas une bonne solution. Donc, ça veut dire que il faut éviter de mettre les questionnaires. Il faut surtout les engager sur les annexes techniques de sécurité qui sont conformes à nos contraintes réglementaires ou pas. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Hervé. Mais de rien.
Je remercie également tous les participants qui nous ont écoutés et qui nous ont posé leurs questions. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est assez facile à joindre. Et j'en profite pour remercier Laure Doliger et Maëlys Bévet pour avoir organisé cet événement. Merci et à bientôt.